Temps. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on a un bilan, même approximatif, des morts, des blessés et des emprisonnés de ces derniers jours? En effet, nous avons mis en place un collectif d'avocats que nous avons dénommé Défense citoyenne, qui travaille sur le terrain, sur l'ensemble des 10 régions du pays, à apporter une assistance juridique gratuite à toutes les personnes qui sont interpellées dans le cadre des manifestations post-électorales. À nos jours, nous avons dénombré environ, au niveau de la région du littoral et principalement à Douala, près de 1200 personnes interpellées, dont la plupart sont placés en garde à vue administrative à la prison centrale de Newbel, et certains par des juges d'instruction, soit du tribunal militaire du littoral, soit par les juges d'instruction des tribunaux d'instance, notamment le tribunal de première instance et le tribunal de grande instance. Nous avons également dénombré à peu près 78 personnes interpellées à Marois, parmi lesquelles plusieurs mineurs âgés de moins de 16 ans. Et aussi, c'est la même situation à Bafoussam et à Tchang, où nous avons dénombré plus de 300 personnes hier. Nous attendons encore les bilans du terrain ce jour pour savoir exactement où nous en sommes. Il y a également des arrestations massives à Bétois, où nos équipes ont dénombré à peu près, d'après les derniers rapports reçus hier soir, 345 personnes interpellées et placées en garde à vue administrative à la prison centrale de Bétois. Donc, nous sommes en train de recouper les informations pour aujourd'hui, pour savoir où nous en sommes. Mais déjà, on peut vous dire que plusieurs personnes sont en train d'être déférées devant les tribunaux militaires parce que les infractions qui sont mises à leur charge sont des infractions qui sont, selon la législation camerounaise, de la compétence des tribunaux militaires. Il s'agit des infractions d'insurrection, de révolution, d'appel à la révolte qui sont punies pour l'essentiel de l'emprisonnement à vie et parfois de la peine de mort. Alors, mais qu'en est-il des morts? On a vu beaucoup de vidéos, d'images sordides, d'images terribles de personnes assassinées. Est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que vous avez des noms? Est-ce que vous avez des contacts dans les familles des concernés? Nous travaillons à recouper les informations et nous avons déjà recensé depuis dimanche à ce jour 26 personnes tuées par balle et que nous avons pu recenser effectivement. Et avant dimanche, nous avions recensé 3, donc nous sommes à 29 personnes recensées tuées par balle. Et il faut dire que la plupart du temps, les cadavres de ces personnes sont emportés par l'armée. Donc, il est difficile aujourd'hui de donner un chiffre exact parce qu'il y a plusieurs familles qui ne savent pas où se trouve leur enfant. Et il n'est pas exclu que peut-être que ces derniers aient perdu la vie et qu'on ne retrouve pas leur cadavre. Mais c'est que nous avons pu recenser à nos jours. On est à 29 personnes tuées par balle à notre niveau et on continue de recouper les informations sur le terrain pour pouvoir mettre ce chiffre-là à jour. Alors, vous l'avez indiqué, et des vidéos le montrent, des membres des forces de sécurité, enfin des membres de forces de l'ordre, qui embarquent des cadavres de personnes auxquelles elles ont ôté la vie, dans leur pick-up notamment. On imagine que dans ce contexte, il est difficile de collecter les preuves, vous le dites assez aisément. Est-ce que vous y parvenez quand même? Comment garantissez-vous la fiabilité de votre documentation? Et surtout, comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous appelez, par exemple, les membres des familles de personnes disparues à le notifier? Comme ça, vous pourrez au moins collecter le nombre de disparus en plus du nombre de morts. Absolument. C'est essentiellement un travail de terrain de renseignement humain. Lorsque nous avons une information, nous essayons de nous rapprocher de la source la plus directe, la plus fiable, notamment souvent la famille, ensuite au niveau du quartier. Et c'est souvent les 29 personnes dont nous parlons, c'est ceux dont l'actualité a fait parler, quoi. Ce sont des morts qui sont publics, qui sont officiels, que vous pouvez retrouver vous-même en regardant un peu en ligne. Mais nous, au-delà d'avoir cette information, nous avons fait la démarche d'aller vers les familles pour effectivement confirmer ces informations, pour mettre une identité sur ces personnes disparues et documenter les événements à l'occasion desquels elles ont été tuées. Puisque c'est de ça qu'il s'agit au final. Donc, les 29 personnes dont je vous parle, c'est des gens que nous avons bien identifiés, qui ont perdu la vie suite souvent à des manifestations, souvent pas du tout, parce qu'il y a des situations comme la jeune Zouera, enseignante à Garoua, une des premières qui a perdu la vie dans cette affaire. Elle n'était pas en train de manifester, elle était dans le quartier, devant chez elle, et une incursion de l'armée là-bas a fait en sorte qu'elle prenne une balle. Et elle n'est pas seule comme ça, il y a plusieurs cas similaires qui nous remontent, qui nous reviennent de la part des familles, des témoins oculaires. Et à partir de là, nous essayons de recouper les informations, étant donné que nous avons une véritable équipe sur le terrain de plus de 140 avocats aujourd'hui, déployés sur toutes les régions du pays et qui ouvrent bien le terrain. Et nous ne faisons qu'enregistrer les volontaires, les confrères volontaires qui veulent absolument contribuer à cette mission.
de vêtements pro bono dont nous le faisons gratuitement parce que nous pensons que c'est la contribution que nous pouvons apporter à ce moment charnière de l'histoire de notre pays. Alors, nous avons vu des rafles sur les vidéos auxquelles nous avons eu accès. Est-ce que les avocats qui se sont constitués ont accès aux victimes raflées? Si oui, est-ce que vous les avez vus? Qu'est-ce que vous avez vu et où? Alors là, il y a alors beaucoup de difficultés sur le terrain. On fait face à beaucoup d'entraves sur le terrain dans la mesure où quand nous nous présentons au niveau des unités de police ou bien de gendarmerie dans lesquelles ces personnes sont gardées à vue, on nous répond systématiquement que des instructions ont été données en haut lieu pour qu'elles n'aient pas accès à des visites, ni de leur avocat, ni de leur famille, ni d'un médecin, ni de personne. Ils ne doivent pas être en contact avec l'extérieur, ce qui est contraire à tous les engagements pris au niveau international et même aux lois et règlements au niveau national du Cameroun. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi ces entraves persistent, malgré souvent l'intervention des autorités ordinales ou à qui nous reportons les difficultés rencontrées sur le terrain. Nous n'arrivons pas aisément à avoir accès à nos clients. Il y a eu des endroits où on a pu quand même nous entretenir avec nos clients, notamment à Maroua, à Bertoua également. Nous avons pu voir des gens. Aujourd'hui, à Yaoundé, nous avons pu voir des gens arrêtés parce qu'ils ont été déférés devant le tribunal militaire, une vague de 45 personnes, alors que nous avons recensé au niveau de la première région plus de 300 personnes arrêtées. Aujourd'hui, il y a une vague de 45 personnes qui ont été déférées pour lesquelles nous nous sommes constitués et que nous avons pu pour la première fois voir. Et quand vous les avez vus, qu'est-ce qu'ils vous ont dit et dans quel état étaient-ils? Parce qu'on parle de torture. Voilà, c'est ça aussi. Même si nous n'avons pas pu avoir des entretiens individuels, même dans les endroits où nous avons eu des véritables entraves et des résistances de la part des policiers et gendarmes, nous avons pu apercevoir nos clients parce que les conditions dans lesquelles ils sont traités sont parqués. Ils sont à découvert dans la cour, très souvent, assis à même le sol, torse nu, d'autres totalement nus. Et vous voyez très bien de visu qu'ils ont des visages tuméfiés, ils ont été tabassés, ils sont maltraités. Évidemment, les traitements qui leur sont infligés sont complètement inhumains et contraires à tous les instruments internationaux, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, dans ce cas-là, sur cette base-là, nous pouvons vous dire que le traitement n'est pas ce qui devrait être, c'est pas ce qui devrait se faire. Donc, ils sont effectivement mis dans des conditions inhumaines qui, normalement, doivent cesser. C'est la raison pour laquelle nous louons l'opportunité que vous nous donnez de dénoncer ces traitements-là, parce que c'est aussi en prenant l'opinion publique nationale et internationale à témoin que peut-être que nous obtiendrons au minimum que ces personnes interpellées puissent avoir droit à un procès équitable. Parce que quoi qu'il en soit, quel que soit ce qu'on vous reproche, vous êtes présumé innocent et vous avez droit à un procès équitable. C'est tout ce que nous demandons pour l'instant aujourd'hui. Évidemment que plus largement, nous demandons la libération de toutes les personnes interpellées parce que c'est complètement en violation des lois et règlements. Ils ne sont pas en train de subir des traitements comme prévu par la loi. Ils subissent des auditions sans être assistés par un avocat. C'est très grave parce que quand nous nous présentons, là où nous parvenons même à rencontrer des gens, ils nous disent qu'ils ont déjà été auditionnés, ils ont été forcés, ils ont été torturés pour faire des aveux sans que des avocats puissent les assister, alors que c'est leur droit le plus absolu de ne pas faire des déclarations s'il n'y a pas d'avocat qui les assiste. Et l'officier de police judiciaire doit le leur rappeler et ne pas les forcer à faire des déclarations sans assistance d'avocat. Et justement, est-ce qu'ils ont tout de même accès à leur famille? Est-ce qu'ils peuvent recevoir de la nourriture, ces détenus? Ah non, ces personnes si vous lisez, ou mises en garde à vue? pour l'essentiel, non. Puisque les familles, nous avons rencontré plusieurs membres de famille devant les unités de gendarmerie et de police qui avaient interdiction d'accès, effectivement, et espéraient que nous puissions leur apporter des informations sur l'état de santé de leurs parents ou de leurs enfants ou de leurs fils, de leurs filles interpellées. Donc, même les membres de leur famille n'ont pas accès à eux, donc ne peuvent pas leur apporter des vivres nécessaires. Et plus grave encore, ceux qui sont placés en garde à vue administrative à la prison centrale de Nouvelle, il est précisé dans leur arrêté de garde à vue administrative qu'ils seront responsables de leur propre prise en charge, y compris s'ils sont malades, ils devraient se soigner d'eux-mêmes alors qu'ils sont sous main de justice détenus par l'État du Cameroun. Et c'est totalement inacceptable, c'est contraire à tous les principes généraux de droit, et on ne peut pas continuer à vivre ça et accepter ça sans rien dire, sans lever de la voix pour dire non, ça suffit, et que l'État du Cameroun doit revenir au moins humaniste. Alors, est-ce qu'il y a des lieux de détention, des prisons secrètes? Est-ce que vous connaissez exactement tous les lieux de détention, ou il y en a d'autres que vous ne connaissez pas? Malheureusement, non. Il se trouve que nous prenons déjà plusieurs jours pour identifier les lieux où sont amenées des personnes qui sont interpellées.
Donc, il y a très souvent de la détention au secret, très souvent, dans la plupart des cas. C'est au bout de 2-3 jours on peut avoir une information, une idée de où est-ce que une personne interpellée a été amenée. Nous avons eu vent hier qu'il y a plusieurs personnes, surtout des mineurs, qui ont été transférés à la nouvelle prison de Douala à PK19. Jusqu'ici, nous n'avions pas cette information. Nous savions que tout le monde était à la prison centrale de Nouvelle. Mais non, il y a des familles qui ne retrouvaient justement pas leurs enfants, qui nous ont alertés. Et après plusieurs recherches, nous avons constaté qu'il y a plusieurs personnes qui sont détenues dans cette prison-là. C'est une nouvelle prison qui est en cours de construction. Je ne sais pas si elle est terminée, mais elle est bien éloignée de la ville de Douala, de l'agglomération. Et donc, il y a peut-être plusieurs lieux comme ça qui restent à découvrir. Toujours est-il que jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles qui nous alertent, qui sont sans nouvelles des membres de leurs membres et que nous ne retrouvons pas dans les unités habituelles. À Douala, vous avez le groupement territorial de la gendarmerie et la direction régionale de la police judiciaire qui concentre l'essentiel des manifestants interpellés, plus la prison centrale de Nouvelle pour ceux qui sont déjà placés en garde à vue administrative ou en détention provisoire par les juges d'instruction des tribunaux militaires et des tribunaux d'instance. Donc, il est fort possible, connaissant les méthodes du pouvoir à Yaoundé, qu'il y ait des gens qui sont détenus au secret et dont nous n'avons pas encore connaissance. On ne peut pas exclure cette Parce que, par exemple, les leaders, si on peut dire, Anissé Kane ou Djekam Chameni, eux, ils sont au secrétariat d'État à la Défense. Mais ça, vous l'avez su peut-être après 4 ou 5 jours de leur détention. Mais aux premières heures, jusqu'à 2-3 jours après leur interpellation brutale, personne ne pouvait vous dire où ils étaient. Et c'est donc pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas exclure l'hypothèse de l'existence de personnes détenues au secret, dont la preuve, des personnes assez connues qui ont une certaine aura, qui ont une certaine notoriété. Malgré ça, on a réussi à les garder pendant des jours sans que personne ne sache exactement où ils étaient. Et voilà, vous d'autant plus qu'ils sont malades, qu'ils ont des maladies chroniques à leur âge et qu'ils nécessitent des soins. Voilà. Et des actions psychologiques ont pu être menées, notamment vis-à-vis de Marianne Simon et Canet, à qui on a fait croire que son frère était mort, sachant que son frère, voilà, Anissé Canet, est malade. Voilà, donc, et pas que. C'est la raison pour laquelle, quand nous intervenons, nous insistons dans notre première prise de contact pour les personnes, les clients que nous parvenons à voir, parce que je vous ai dit, on a commencé à déférer des gens et au moins au niveau du tribunal, nous commençons à les rencontrer. On insiste pour savoir s'ils ont une quelconque maladie, s'ils sont sous un quelconque traitement, pour éviter qu'il y ait rupture de ce genre de traitement, si c'était le cas. Donc, et c'est très important. Et là, quand on empêche donc aux avocats et aux familles de rencontrer ces gens, on peut empirer des situations qui préexistantes. C'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas cette disproportionnalité dans la réaction du gouvernement en place qui ne veut pas garantir le minimum en termes de procès équitable aux personnes qui sont interpellées. Alors, il y a clairement une stratégie de terreur au Cameroun. Peut-on parler d'une chaîne de commandement assumée, d'ordre venu d'en haut? Est-ce qu'il y a des unités qui sont plus violentes que les autres, selon votre observation? Nous pensons effectivement que l'ordre vient d'en haut parce que il y a une certaine impunité. Si l'ordre ne venait pas d'en haut, les gens qui ont donc commis les exactions ou qui continuent de commettre des exactions depuis plusieurs jours devraient au minimum déjà être sanctionnés. Mais jusqu'à nos jours, vous n'avez pas entendu de réaction du gouvernement qui condamne ou sanctionne X ou Y bavure ou bien situation qui serait arrivée. Donc nous pensons que c'est quelque chose de systémique, de structurel, qui est organisé et qui est dont l'ordre est donné au plus haut sommet de l'État. Et il peut en être autrement quand nous voyons avec le zèle avec lequel les gens se déploient sur le terrain et nous voyons que l'armée a été déployée sur le terrain pour maintenir l'ordre. Et là, c'est problématique parce que vous savez très bien, une unité comme des unités de l'armée ne sont pas destinées à maintenir l'ordre public. On a la police, on a la gendarmerie, et il y a des corps d'élite dans ces deux unités et nous ne comprenons pas pourquoi on peut déployer des militaires. On parle beaucoup du BIR. Exactement, je voulais en venir pour dire que le bataillon d'intervention rapide, par exemple, n'a rien à faire en zone urbaine pour le maintien de l'ordre. On a des manifestants, essentiellement pour la plupart les mains nues. Oui, il y a certainement d'autres qui ont perpétué des cas que nous condamnons, si c'est avéré. Mais encore une fois, il faut diligenter des enquêtes indépendantes pour se rassurer, pour voir qui a vraiment perpétré ces cas. Parce qu'il n'est pas exclu que le pouvoir en place ait infiltré les manifestations pour instrumentaliser dans les dites manifestations, les décrédibiliser et légitimer la répression en faisant que quelques-uns de ces agents fassent des casses. Tout est envisageable, aucune hypothèse ne peut être exclue. Il faut diligenter des enquêtes indépendantes que nous appelons de tous nos voeux pour clarifier toute la situation, pour faire la lumière et savoir exactement qui a fait quoi. Et à partir de ce moment-là,
s'il faut mettre en branle des procédures contre des personnes, il faut effectivement respecter le code de procédure pénale, respecter les engagements internationaux pris par le Cameroun à travers les instruments ratifiés. On parle de plus en plus d'attaques aux faciès, de contrôle aux faciès, de rafles aux faciès, visant notamment des personnes considérées à tort ou à raison comme des personnes originaires du nord du pays. On voit, on a vu donc des vidéos qui ont été capturées par des citoyens. On a vu des scènes d'humiliation, notamment à la sortie de mosquées. Est-ce que vous confirmez cela? Et effectivement, c'est des choses qui sont observables sur le terrain. Ça nous est revenu, on a vu des vidéos, mais nous avons également nos confrères sur le terrain qui ont bien observé et documenté ces scènes d'humiliation qui sont totalement regrettables, dont on n'a pas besoin, parce que si le pouvoir en place dit que l'heure est à l'apaisement, c'est pas en faisant en infligeant aux citoyens ce type de traitement inhumain et dégradant qu'on arrivera à l'apaisement. Au contraire, ça jette de l'huile sur le feu et c'est pénalement on peut leur reprocher ça sur le plan pénal parce que ça participe des éléments de torture physique qui font subir, de torture psychologique également, qui font subir aux personnes qui sont interpellées, alors que on n'a pas besoin d'en arriver là. Vous interpellez quelqu'un, si vous avez des procédures à faire, vous les mettez en branle en lui donnant les garanties de sa défense dans le cadre d'un procès équitable. C'est tout ce que nous exigeons, c'est tout ce que nous demandons pour l'instant au gouvernement en place. Aujourd'hui, les familles, au-delà, les Camerounais de la diaspora, quelles démarches peuvent-ils mener? Est-ce qu'ils peuvent vous soutenir? Oui, les Camerounais de la diaspora doivent nous soutenir à plusieurs titres. Premièrement, pour mener ce travail sur le terrain, nous avons besoin de ressources multiformes, ressources financières, ressources techniques, déjà ressources logistiques. Et il y a le mouvement Stand Up for Cameroun qui fait un travail déjà important de collecte de ces ressources. Donc, toute personne qui souhaite soutenir notre action sur le terrain peut contribuer au niveau de Stand Up for Cameroun. En tout cas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, nous allons mettre les différents comptes et contacts en description. De Stand Up for Cameroun. Je vous remercie pour ça. Deuxièmement, les Camerounais peuvent nous soutenir techniquement. Nous avons besoin des professionnels, des personnes qui peuvent nous aider. Par exemple, des informaticiens à agréger tous les photos, les vidéos des personnes qui sont tuées, qui sont arrêtées, parce que nous sommes en train de documenter tout ça afin de voir comment donner un écho à l'international, un écho sur le plan juridique, notamment en saisissant le parquet près le tribunal judiciaire de Paris, puisque le matériel donné au Cameroun par la France dans le cadre de la coopération militaire pour la lutte contre le terrorisme est détourné aujourd'hui à des fins de répression des populations. Donc nous pensons que... Je vous arrête, maître, parce que c'est très important ce que vous dites. Ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de Français qui vous écoutent, vous dites que le matériel que les contribuables français, finalement, à travers leur gouvernement, ont donné à l'État camerounais pour lutter contre le terrorisme notamment, est utilisé pour tuer à des fins de répression. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de documenter tout ça pour ressortir véritablement les matériels qui sont utilisés, parce que nous avons fait le lien entre la remise de ce matériel en 2023 et les matériels que nous voyons sur le terrain pour montrer à l'opinion publique française, en particulier internationale en général, que le matériel donné dans le cadre de la coopération, notamment pour la lutte contre le terrorisme, est détourné à des fins de répression contre les Camerounais, contre les populations camerounaises, dont ces matériels étaient censés protéger. Et là, ça pose un véritable problème. Et il faudrait que les juridictions françaises jouent leur part, jouent leur rôle et diligentent des enquêtes pour voir clair, précisément, parce que là, on ne peut pas continuer à accepter une telle situation. Donc, il y aura vous envisagez des poursuites auprès de la justice française, des poursuites également auprès de la justice pénale internationale? Exactement. Nous sommes en train de documenter encore une fois pour nous rassurer qu'on trouve des infractions qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale. On est en train de mettre en place tout ce travail, de faire ce travail-là. Et une fois que nous aurons tous les éléments réunis, nous allons introduire une plainte effectivement auprès du procureur, auprès de la Cour pénale internationale pour qu'une enquête soit ouverte sur le Cameroun concernant ces événements de façon spécifique. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Vous qui me suivez depuis la diaspora, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et bien d'autres pays en Europe, s'il vous plaît, regardez cette image. Vous avez vu? Je vous invite à cliquer sur le lien en commentaire et vous ne serez pas déçus. Allez-y, vous me faites confiance ou pas? Vous vous abonnez sur cette chaîne, vous regardez d'abord la première vidéo et là, vous serez satisfait. Nous sommes d'accord? Allez-y et puis revenez et puis on continue à discuter. Chers dames et messieurs, je vous remercie. Alors, lorsque je regarde ceci, je me dis, frère, plus de 1000 arrestations, plus de
20 personnes tuées par balle. Et après, on va dire on veut la paix. Nous avons appris que à Douala, il y a un capitaine de gendarmerie qui aurait été limogé parce qu'il a libéré certains manifestants. Parce que voyez-vous, certains manifestants ne sont pas dans les prisons, ne sont pas encore en prison. Et dans ces brigades de gendarmerie, il n'y a pas assez d'espace pour contenir les manifestants. Ce qui fait qu'ils dorment dehors. C'est-à-dire, ils dorment dans un espace à ciel ouvert, parfois sans vêtements, avec le froid. Vous avez été témoin de cette vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux de ces manifestants qui étaient traités comme des esclaves. C'est-à-dire, sans habits, sous la pluie, ils étaient en train de... C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est la maltraitance? C'est-à-dire, leur faute, c'est d'avoir manifesté. C'est comme ça qu'on traite les manifestants. Parce que je pense qu'il faudrait dire non à toute forme de violence. La justice est là dans notre pays. Il y a la justice, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Lorsque le pouvoir exécutif fait ce qu'il a fait, il transmet ça au pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire fait ce qu'il a fait selon les lois de la République. Il est inadmissible qu'on puisse arrêter un manifestant et puis on parte le traiter comme si c'était un esclave, comme si c'était un terroriste. On va dire ça comme ça. Je me souviens de cette vidéo, de cet homme en tenue. Je ne sais pas si c'est un colonel ou c'est un birois, un capitaine ou bien un commandant du BI, qui disait à ces éléments ou bien devant les médias que lorsque un homme en tenue a arrêté un terroriste et qu'à côté de ce terroriste, là, il y a un civil. Si l'homme en tenue veut tirer et qu'il n'est pas sûr d'atteindre sa cible, c'est-à-dire sans blesser le civil, il ne tire pas. Mais les manifestations à Douala, Yaoundé, Bafoussam, ce n'étaient pas des terroristes. Du moins, nos autorités leur ont qualifié de délinquants qui agissaient sous la drogue. Mais est-ce que, parce que, même si, admettons qu'ils agissaient sous le contrôle de la drogue, est-ce que c'est la raison pour laquelle on va tirer sur eux, ou encore, est-ce que lorsque tu prends de la drogue, tu es directement qualifié de terreau? Non. Je pense qu'il y a eu un problème. Et que les gens qui ont donné l'ordre de tirer sur les populations, ce n'étaient pas des hommes en tenue, c'est-à-dire des Camerounais, parce que l'armée camerounaise est une armée républicaine. C'est-à-dire qu'on a des raisons de croire qu'il y a des gens qui se sont mis à l'intérieur. Soit on a dit, allez dedans, vous les faites peur. Mais l'armée ne peut pas avoir des... Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. J'ai du mal à croire. C'est-à-dire que, vous savez, il y a les brebis galeuses. Dans une république, dans toute république, il y a toujours dans l'armée, ou bien dans les unités d'élite, des gens qui sont là uniquement pour faire le sale boulot, ou bien pour envoyer un message clair à la population. Sinon, l'armée républicaine ne peut pas. Parce que dans tout pays, l'armée se range toujours de la population. L'armée ne sert pas quelqu'un, il sert la population. Et si on demande à l'armée de tirer sur la population, non. J'ai du mal à croire de toutes les façons. Parce que moi, contrairement aux autres, moi, je fais confiance à l'armée camerounaise. Même s'il y a des brebis galeuses à l'intérieur, mais je salue leur travail. Les gars, je vous salue. Je salue votre travail. Parce que ce sont eux qui savent ce que signifie le mot paix, mieux que vous et moi. Parce qu'il y a les blessés de guerre. Il y a des gens là qui sont allés au front. Il y a des gens là qui, depuis qu'ils sont entrés dans l'armée, ils sont toujours au front en train d'assurer la sécurité du pays. L'armée connaît ce que le mot paix signifie. C'est la raison pour laquelle, lorsque je vois, n'est-ce pas, toutes ces répressions violentes, je me demande si c'est cette armée qui connaît le mot paix là, qui veut qu'il y ait la paix dans notre pays en tirant. Parce que si la population se retourne contre son armée, c'est fini. C'est-à-dire qu'il ne peut rien. Et la population au Cameroun est
est en cohésion totale avec l'armée, sauf certaines personnes qui veulent un peu montrer qu'ils sont... Voilà, vous voyez. Donc, chers dames et messieurs, comme je vous le disais, je vous dis merci parce que, et je vous le conseille vivement, cette chaîne, cliquez sur le lien en commentaire, allez-y, par curiosité, et vous viendrez par satisfaction. Vous me faites confiance ou pas? Surtout vous qui viviez dans la diaspora camerounaise, n'est-ce pas? Je vous salue et je vous dis merci pour le soutien que vous continuez à m'apporter, s'il vous plaît. Cliquez sur le lien en commentaire et vous reviendrez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ça? On y va.